l'acte posé notamment par les joueurs congolais. Est-ce que pour eux, il est guère question il est, en tout cas pour eux, dans cette dynamique, on voit une nette volonté de vouloir remettre en surface une crise plus ou moins oubliée par le cartel international? Vous savez, la question de... Moi, j'ai suivi tout à l'heure, madame, c'est Nicoletta. Nicoletta Fabiolo. Elle a voulu sortir cette affaire de Rwanda. C'est vrai, Rwanda a eu sa part de responsabilité. Mais qui tient le M23, c'est les États-Unis. C'est pas M. Kagame? M. Kagame n'est qu'un pion. Qui ne sait pas dans le monde que M. Kagame lui-même n'était qu'un agent de la CIA? La CIA, c'est le Rwanda qui a la CIA. C'est les États-Unis. M. Museveni, il est venu comment? Ce n'est pas la CIA. Kagame était chef de renseignement en Ouganda. Comment est-ce qu'il fait pour accéder au pouvoir? La destruction de l'avion de M. Abiyarimana, l'attentat en question, ce n'est pas les Français et les États-Unis. C'est prouvé, c'est les Français et les États-Unis. Pourquoi on veut toujours faire de Kagame une sorte de maestro de la déstabilisation là-bas? Le vrai bénéficiaire, le cobalt, le nickel, le coltan, le germanium, le nobium, tout ça. Qui utilise ça? C'est Kagame. Kagame, il a quelle usine de développement technologique qui lui permet de travailler là-dessus? Les batteries, les semi-conducteurs, c'est Kagame. C'est lui le bénéficiaire. Kagame n'est qu'un petit intermédiaire, ce qui ne lui enlève pas une certaine part de responsabilité. Cependant, s'il fallait grader la responsabilité, les commanditaires du casse de la RDC s'appellent les États-Unis. C'est eux. Et les témoignages, le discours d'Alan Dulles en 1961, patron de la CIA, institution nouvellement créée, est assez clair. Il dit au président Eisenhower, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la RDC tomber dans le giron communiste. Alors, on va quitter de ces réflexions un peu passéistes, de ces réflexions qui restent, parce qu'actuellement il y a tout un Rwanda bashing, qui est tout à fait logique et cohérent. Pourquoi? Parce que vous allez voir les développements qui se sont poursuivis ces dernières années. Les États-Unis, à travers l'analyse de ce que nous allons faire, les États-Unis, vous allez un peu comprendre pourquoi nous commençons à minimiser le rôle du Rwanda. Pas que nous disons que le Rwanda n'est pas un acteur, nous disons minimiser le rôle du Rwanda. Le 11 juillet 2023, les États-Unis font voter une loi au Congrès, une loi sur la sécurisation de l'approvisionnement des minerais stratégiques dans le monde, et particulièrement, ils vont stipuler les minerais de RDC. Une loi aux États-Unis, pas en RDC. Une loi, les Américains vous disent que c'est pour la sécurisation de l'approvisionnement des minerais de RDC. Qui est-ce qu'ils considèrent comme la menace en RDC? Leur menace principale identifiée, c'est la Chine. Les minerais en question sont connus. Le nickel, le cobalt, le lithium, c'est dans la loi, tout ce que je dis là. Ils citent tous les minerais stratégiques, y compris les terres rares. D'ailleurs, l'article 1 revient sur le fait qu'ils reconnaissent que la RDC constitue un réservoir naturel important dans le monde avec ces terres, ces minerais précieux. C'est les États-Unis. Les États-Unis disent donc que dans la sécurisation, il faut lutter contre la Chine. Ils identifient deux actions majeures. Une action qui va être menée par le Congrès, c'est-à-dire qu'ils vont prendre de plus en plus des mesures drastiques contre la Chine. Et voilà, des lois drastiques en matière de ce qu'ils appellent sécurisation, mais en fait qui s'appelle le contrôle des ressources minières du Congo. Et le deuxième mécanisme, c'est l'administratif. C'est-à-dire l'administration du département d'État qui va s'engager à la recolonisation du Congo. Mais dans ce cas, Jonathan, je vous relance. Vu que les intérêts des États-Unis et de la Chine risqueraient de coïncider sur un territoire comme la République démocratique du Congo, la Chine, on le sait, est un partenaire économique majeur pour les États-Unis. Est-ce que, en trame de fond, la Chine ne pourrait pas aussi peser dans ses relations avec la RDC pour essayer de faire tomber véritablement cette pression-là mise par les États-Unis? Vraiment, il faut aller dans le fond.
la Chine, c'est 70% du secteur minier congolais. La Chine, actuellement, c'est 80% des recettes minières congolaises. La Chine dont on parle. La Chine, les entreprises chinoises, c'était les principaux contributeurs pour la Gécamine. La Gécamine, c'est cette entreprise qui s'occupait des mines et des carrières au Congo. La gestion des mines et des carrières du Congo. La Gécamine a été carrément implosée. Or, la Gécamine retenait dans l'exploitation minière 50% des recettes qui revenaient dans le trésor congolais. Vous savez ce qui s'est passé? 2008, le président Kabila fait signer un contrat qu'il va bâtir sur le modèle du troc avec les Chinois. Il dit exploitation des minerais contre dotation d'infrastructures. Dans le projet, 3500 km de routes doivent émerger du Congo. À côté de 3500 km de chemin de fer. 31 hôpitaux de 150 et 141 lits doivent émerger du Congo. On parle d'hôpitaux ultramodernes. À côté de cela, il y a un développement infrastructurel qui doit continuer et il va dire la majorité des investissements doit être dans la modernisation des mines au Congo. Parce que, d'après tous les rapports, l'exploitation des minerais au Congo se fait de manière artisanale par les groupes terroristes, les groupes rebelles. Le fameux M23, on aime souvent le citer. Comment se finance le M23? Le M23, par exemple, dans la forêt, dans la réserve de l'Irunga, le M23 exploite les matières premières, notamment le cobalt et le coltan. Les plus grandes mines de cobalt et de coltan sont dans la réserve de l'Irunga. Le M23 n'a pas forcément besoin du Rwanda que dans les activités de transit du matériel de guerre. Le M23 est une rébellion qui aujourd'hui a été endogénéisée par les différentes actions des Nations Unies. D'ailleurs, il y a une couche de population au Congo qu'on appelle aujourd'hui les rwandophones. Ces rwandophones sont potentiellement des combattants du M23. Le Rwanda a voulu, avec l'Ouganda, résoudre la question du M23. Parce qu'après ce qui s'est passé en 2013 et les accords de Nairobi, le Rwanda a compris qu'il fallait changer le modèle économique. La prédation des ressources du Congo n'était plus une bonne option. Déjà que dans l'opinion internationale, le Rwanda était très décrié. Le président Kagame trouve une passerelle avec le président Tshisekedi quand il arrive au pouvoir. Il dit il faut la détente. À partir de 2020, vous allez voir un ensemble d'actions. La construction de la plus grande raffinerie d'or. Le Congo est quand même le 3e exportateur d'or dans le monde. Donc, il faut assurer au Congo, il faut assurer la transformation de l'or de manière officielle pour éviter les canaux officieux. Le Rwanda est sur un modèle de co-exploitation. Pourquoi? Parce que hier, les ressources étaient pillées et transitaient directement par le Rwanda. Le Rwanda se dit, la meilleure porte de sortie, c'est d'entrer dans la co-exploitation. On peut émettre des réserves, mais dans un modèle d'intégration panafricaniste, pour nous, c'est réaliste. Aujourd'hui, quand on parle par exemple du nucléaire au Mali et au Burkina Faso, même nous, panafricanistes, nous reprenons l'idée suivant laquelle s'il faut des industries, s'il faut une industrie qui est déjà existante, qui peut approvisionner ces champs, ces centrales nucléaires, et dans une coopération interdépendante, ce serait au Niger, les anciennes usines Urano. Donc, le Rwanda avait ce modèle. Les États-Unis ayant flairé la situation, ayant surtout vu que la Chine est en train de venir et la Chine propose un modèle de coopération gagnant-gagnant qui permet aux Congolais de développer l'infrastructure, ils se disent, s'il y a modernisation des mines, ça va avoir un impact sur le prix des minerais. Or, le prix des minerais, lorsqu'il monte, à qui est-ce qu'il profite? Vu que 70% est détenu par les Chinois,
eh bien, le prix des minerais, ça ne profitera en fait qu'aux Chinois et aux Congolais. Et qui seront lésés? C'est les États-Unis. D'où cette loi de 2023. Il faut à tout prix contrôler les minerais du Congo. Les États-Unis, donc, dans la loi, vont nommément poser la question du M23. Et pourquoi ils posent la question du M23? Parce que hier, le M23, c'était une rébellion effectivement rwandaise. Mais la majorité des agents du M23, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été récupérés par la CIA. Les patrons du M23 ont été récupérés par la CIA. Donc, beaucoup de patrons du M23, on les retrouve par exemple à Kigali, on les retrouve en Tanzanie, dans les zones de négociation de la vente des minerais stratégiques. Les États-Unis leur disent donc, et dans leur loi, ils spécifient qu'il faut lutter contre le M23. Donc, il faut que le M23 ait une existence réelle. Ils vont réactiver la question du M23. L'Ouganda et le Rwanda, qui avaient voulu aider le RDC, sont dans une situation, eux-mêmes à une certaine époque, ne contrôlaient même plus le M23. Il y a des éléments qui vont donc travailler avec le M23 pour donner de la crédibilité à ce mouvement et donner aux États-Unis les arguments de leur intervention. C'est comme ça que les États-Unis vont créer le nouveau problème du M23. Et ils vont utiliser le M23 comme alibi pour davantage déstabiliser la RDC. Et qu'est-ce que la question du M23 a suscité? Pour entretenir, parce que s'ils avaient essentiellement engagé une lutte contre le M23, le Rwanda aurait peut-être pu regarder à distance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont activé vers la fin d'année 2023, ils ont activé en prévision des élections, au milieu d'année même d'ailleurs, ils ont activé des groupes FDLR. Les FDLR, c'est qui? C'est des combattants Hutus qui appartenaient à l'armée rwandaise et qui ont été évincés lors du coup d'État de 1994 par M. Kagame. Ces combattants ont été utilisés par l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, comme une menace permanente contre le pouvoir de Kagame. D'ailleurs, vous savez que Kagame quitte la francophonie à cause de l'exfiltration de 200 000 combattants Hutus sur le territoire de la RDC. Ces combattants Hutus vont être récupérés et utilisés comme des mouvements d'autodéfense locaux. On va leur donner de nouveaux labels, ils s'appellent Wazalendo. Ces combattants Hutus se font appeler maintenant Wazalendo. Ils vont travailler avec deux multinationales, sociétés militaires privées françaises, qui, elles, mobilisent et forment ces combattants et les présentent comme étant des Congolais qui veulent à tout prix soutenir l'armée des FARDC. Aujourd'hui, quand vous entendez riposte des FARDC contre les troupes du M23, quelle est cette riposte? C'est une riposte qui s'appuie sur les Wazalendo, sur les multinationales sécuritaires françaises et sur l'armée française. Et en soutien aérien, vous avez l'armée états-unienne. Mais vous allez noter une chose. Malgré tout ça, les M23 n'en démordent pas. Il est clair que depuis un certain temps, depuis le début d'année, le Rwanda est revenu dans le M23. Pourquoi? Parce que la question des Wazalendo a fait que le pouvoir de Kagame a compris la nécessité de sécuriser sa frontière avec le Congo. Il se dit si les Hutus reprennent le territoire, reprennent tout l'est de la RDC, il pourra à partir de la RDC aussi lancer une offensive sur Kigali. D'ailleurs, Kabila, en formant le FDLR, avait comme ambition de nuire principalement à Kigali. Donc voilà une question qui est alimentée par les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir un statu quo sur les régions de l'Est de la RDC, continuer à piller systématiquement l'Est de la RDC. Poser donc la question simplement au niveau du Rwanda, pour nous, c'est faire un cache-6. La question doit être adressée à la source. Le rôle trouble des États-Unis au Congo. L'instrumentalisation des pouvoirs successifs au Congo depuis Mobutu. On les a utilisés comme cache-6 de l'impérialisme états-unien sur le territoire du Congo. C'est ça la vraie question. Est-ce que la classe politique congolaise a le courage de véritablement adresser le problème? Vous avez, il y a de cela quelques jours,
la renégociation de ce qu'on a appelé le contrat du ciel, celui que nous avons développé tout à l'heure, celui de 2008. Mais ça a été renégocié dans quel sens? Le FMI qui avait demandé en 2009 au Congo de revoir son partenariat avec la Chine en disant, dans le prétexte, qu'il s'agissait d'un partenariat privilégié en matière de bailleurs de fonds et que cette manière d'organiser les créances internationales menaçait l'équilibre de l'économie internationale et d'ailleurs même du Congo. Le FMI, à cause du troc, le FMI qui s'était levé contre cette mesure salutaire pour l'économie congolaise, le FMI a fait en sorte qu'aujourd'hui, la grande partie du contrat, 6 milliards de dollars, va être réaffectée dans les infrastructures. Et seulement 3 milliards vont redescendre pour la question de l'amélioration des conditions, donc de l'industrialisation dans le secteur minier. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que le Congo ne modernise pas son industrie minière. Tout à fait. Et ce partenaire, c'est le FMI. Et derrière le FMI, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenir le trafic illicite des minerais congolais. Et je vais terminer par là. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à Goma et dans les principales villes de l'Est du Congo, il est plus facile pour vous d'acheter une Kalachnikov que d'ouvrir une entreprise? Les États-Unis n'ont jamais accompagné le Congo dans l'amélioration du climat des affaires à l'Est de la RDC. Pourtant, ce n'est pas les fonds qui manquent. Ce dans quoi ils investissent, c'est essentiellement l'humanitaire. Pourquoi? Parce qu'il faut entretenir cette économie de l'humanitaire. Or, vous savez que l'humanitaire, et mon frère Diabanza vous a expliqué un ensemble de connivences. Quand vous avez essentiellement l'industrie de l'humanitaire, l'industrie de l'humanitaire alimente l'industrie de la guerre. C'est l'humanité qui fabrique les guerriers de demain. Et voilà la mécanique qui est mise en place. Les États-Unis vous disent que la réserve stratégique désormais, c'est la RDC. Et c'est à cause de cette loi des États-Unis que vous avez la résurgence du conflit actuel en RDC. D'accord. Et vous allez voir, à partir de août 2023, les combats ont connu une telle intensité que les populations, les déplacements eux-mêmes se sont accrus. C'est dû au fait que les États-Unis sont venus amplifier la logique de guerre dans la zone. En fin d'année, vous avez vu le discours qu'ils ont fait dire à M. Tshisekedi. Lui-même qui n'a aucune analyse géopolitique, aucune analyse géostratégique, lui-même perdu dans le cafouillis des services secrets états-uniens. On lui a fait dire qu'il est capable de tenir une guerre contre le Rwanda. Et là-dessus, je vais apporter juste une petite précision. Si la RDC est capable de faire la guerre au Rwanda, ça veut dire que la RDC peut faire la guerre à 40% de Kinshasa. Ce que je dis peut être grave. Mais est-ce que vous savez que le Rwanda a eu, quand Kagame a compris le risque pour le Rwanda de subir dans les années à venir une riposte violente de la RDC, Kagame a anticipé en envoyant beaucoup de jeunes filles à Kinshasa. Et aujourd'hui, on vous dit que 40% de la population de Kinshasa est métissée rwando-congolaise. Vous avez 10 des officiers généraux de l'armée congolaise qui sont rwandais. Vous avez 300 colonels qui sont rwandais, qui commandent les unités de combat les plus prêtes. Vous avez des milliers de capitaines qui sont rwandais dans l'armée congolaise. Comment vous allez faire la guerre au Rwanda avec un tel dispositif? Est-ce réaliste? Vous avez l'Est de la RDC qui est aujourd'hui carrément métissé à 60%. Vous avez les Congolais rwandophones. Vous avez parmi les Congolais rwandophones les Tutsis et d'autre part les Hutus. Vous faites comment pour engager cette guerre, mon frère Fabrice Ndoum? Je tiens à rappeler qu'au mois de novembre 2022, l'offensive des M23 avait été telle que le gouverneur militaire de Goma avait fui sa région. Il a fui, il a abandonné la ville. Pourtant, les combats n'étaient pas encore au centre-ville de Goma. Il a fui. Cette configuration des forces de sécurité congolaises devrait amener les autorités, les hommes politiques congolais à une vraie réflexion sur cette question.
D'accord. L'Est de la RDC n'est pas une réflexion superficielle où on prend le Rwanda et on brandit comme étant l'élément. D'ailleurs, pour nous, nous comprenons toute cette campagne désormais elle-même soutenue par l'Occident contre le Rwanda. C'est à cause du soutien du Rwanda au président Touadéra. Le fait que le président Touadéra soit actuellement protégé par les Rwandais, les Français, ça les gêne. Et avec les États-Unis, ils veulent faire payer cela au président rwandais. C'est pourquoi ils activent une campagne. Vous allez voir anciens fonctionnaires des Nations Unies ou bien même fonctionnaires des Nations Unies qui délient la langue. Ils n'ont plus peur. Quelle est cette confession rapide, soudaine, subite contre les intérêts qui les ont propulsés au sommet? Là reste demain toute la question. Vous voyez donc que, en fait, Professeur, ceux qui ont le plus d'intérêt pour nous, c'est les États-Unis. Et les Congolais doivent comprendre que le véritable ennemi géopolitique du Congo, c'est les États-Unis. D'ailleurs, un des spécialistes du Rwanda, voilà la solution qu'il propose. Il dit, à cette situation où les Chinois détenaient la majorité, il ne fait pas une analyse de fond. Hein? Il ne fait pas une analyse suivant laquelle les entreprises états-uniennes avaient encore des concessions au Congo. Hein? Et que ces concessions, pour les dernières, elles ont été vendues dans les années 2017. Aux Chinois, hein? Les États-Unis étaient là. Vous savez pourquoi ils vendent? Ils disent que ça coûte trop cher de mettre en valeur la mine. C'est-à-dire l'infrastructure qui conduit à l'extraction, la construction des usines. Ils ne veulent pas investir. Ils préfèrent que des enfants soient utilisés dans les mines en période de guerre et qu'on exploite à vil prix pour vendre sur le marché international, pratiquement sur le marché états-unien, pour permettre aux États-Unis de rester compétitifs au niveau international. À côté de cela, ils vous brandissent la pseudo-menace chinoise. Et le président Tshisekedi a joué ce rôle. Et c'est le rôle que joue le président Tshisekedi. Mettre à mal les intérêts du Congo en accentuant la désindustrialisation minière du Congo au profit de ce qu'ils appellent le développement, c'est-à-dire l'endettement sur l'infrastructure. Mais notez une chose, l'endettement sur l'infrastructure n'est qu'un endettement de consommation. Si vous faites une route et qu'il n'y a pas d'industrie, après que les Chinois aient terminé ou bien que les États-Unis ont terminé l'exploitation de la mine, qu'est-ce qu'il vous reste? Comment est-ce que vous faites pour préparer le futur? Comment est-ce que se construit le Congo de demain? C'est ça les grandes questions. Ce qu'avait proposé le président Kabila avec les Chinois, la mise en pour place nous, des infrastructures, c'est-à-dire de l'industrie d'abord, et puis les infrastructures routières à côté, ça devait être le levier de l'économie congolaise à moyen et à long terme. Ce qu'est en train de faire Tshisekedi, c'est un cas sec. Peut-être qu'il y aura beaucoup de bling-bling comme Ouattara en Côte d'Ivoire, mais qui à terme va endetter les Congolais pour rien. Professeur,